Bonjour à toutes et tous. Notre environnement favorise-t-il l'émergence d'innovations sociales permettant l'expression des personnes en situation de vulnérabilité? Voilà un beau programme et profond programme. Et une conférence, 4 tables rondes, des vidéos, des échanges et des débats avec vous tous, eh bien, devrait nous permettre en fin de journée de pouvoir avoir des éléments constructifs pour demain. Aujourd'hui est la journée mondiale Alzheimer. À son niveau, l'Union des bistrots mémoire y prend toute sa place en organisant ce colloque. Un colloque que l'association créée en 2009 a voulu mettre en œuvre de manière différente par rapport aux années précédentes. En effet, si l'association souhaite confirmer son rôle fédérateur au niveau des bistrots mémoire de France, qui continue à se créer en France, elle a cette année décidé d'aller plus loin. Profitant de son expérience et de son expertise acquise, elle souhaite confirmer son implantation et renforcer son rôle et sa mission de co-construction des projets et d'accompagnement des acteurs locaux. Il s'agit donc pour cela de s'inscrire dans l'environnement local, régional, voire national, en agissant aux côtés des partenaires tels que ceux qui interviendront au cours de cette journée. Il s'agit également de positionner l'Union des bistrots mémoire comme un véritable partenaire de l'innovation sociale, visible et présente dans l'environnement gérontologique, un co-acteur reconnu à qui l'on peut faire appel pour avancer tous ensemble. Un défi donc par rapport à l'accompagnement de toutes les personnes aidées et aidantes qui, soutenues par les professionnels, construisent les outils qui leur permettront de continuer à vivre dans notre société que nous souhaitons toutes et tous plus inclusive. Voilà l'introduction de cette journée avec, comme je l'ai dit, un programme qui va être dense et long, donc je souhaiterais que vous puissiez respecter les pauses. Il y en aura une ce matin, une pause au moment du déjeuner. Donc essayez de respecter les pauses pour que nous puissions rester dans le timing qui est prévu, puisque nous pensons terminer à 17h. Merci à vous. Sans plus tarder, je passe la parole à Irène Sipos, la présidente de l'Union nationale. Michel. Je ne sais pas si ça marche. Oui, parce que ça bombardait un petit peu. Non, c'est bon au niveau micro ? D'accord. Alors, je remarque que Michel, qui nous dit qu'il fait depuis sa retraite un bénévolat hors personne âgée, il a quand même une petite fibre qui se réveille. Et donc, il est animateur de notre journée, mais en même temps, ce n'est pas une position totalement neutre. Et je te remercie, Michel, pour ce que tu viens de dire. Alors, en effet, bien sûr, ce n'est pas neutre que nous nous réunissions aujourd'hui, Journée mondiale Alzheimer. C'est vraiment le jour qui nous semblait le plus opportun pour réfléchir ensemble autour de la maladie d'Alzheimer, bien sûr, mais autour de la question de l'innovation sociale. Alors, la prose en fait, l'innovation, c'est un petit peu comme de la prose au début. Hein. On en fait, mais en fait, on ne le sait pas. En fait, quand on est immergé au cœur de son action, de son travail social, sur le terrain, comme on dit, on ne décrète pas comme ça un lundi matin, je vais me lancer dans de l'innovation. Voilà ce qui se passe. On est confronté à une situation inédite, imprévue, qui remet en cause nos savoir-faire, nos capacités techniques habituelles. Ou alors quelqu'un nous a posé une question à laquelle on n'a pas pu répondre immédiatement. Par exemple, pour un bistrot mémoire, quelqu'un demande « Est-ce que vous vous êtes assez préoccupés du devenir des personnes qui avaient fréquenté le bistrot mémoire jusque-là et qui ne peuvent plus y venir ?» Ou alors, vous nous parlez du changement de regard de la société, mais au fond, est-ce que votre bistrot, déjà, est-ce qu'il est bien connu du voisinage? Est-ce qu'il est repéré? Ce sont des questions simples, mais qui interrogent. Alors, on va essayer, quand on est comme ça responsable ou impliqué sur le terrain, on ne va pas se braquer, on ne va pas résister
à cette réalité, à cette question, parce qu'on fait partie des gens qui s'interrogent, on aime s'interroger, et puis on a déjà remarqué que c'était utile aussi. Et surtout, on porte des valeurs. On sait que l'action qu'on mène concrètement, quotidiennement, on ne la mène pas comme ça juste pour avoir un salaire ou une satisfaction personnelle, on la mène pour répondre à des besoins sociaux, pour combattre des inégalités. Donc, la question, on n'a pas su y répondre, la situation nous a semblé un petit peu difficile, mais on n'a pas l'intention de laisser tomber l'affaire. Alors, on va aller un peu plus loin, on va essayer d'analyser ce qui fait blocage, on va essayer et on va élaborer une proposition. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on devient, sans l'avoir voulu, alors on va dire un innovateur, mais en tout cas, déjà à ce stade, un initiateur. Mais une fois arrivé là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre bonne idée perdure ? Comment convaincre les décideurs, les financeurs, les partenaires de la nécessité de ce changement, de cette adaptation ? Comment les convaincre afin que l'action se prolonge tout le temps qu'elle est nécessaire ? Vers qui se tourner ? Qui contacter ? Alors, on ne peut pas répondre à ces questions en utilisant simplement notre intuition. Et voilà que, imperceptiblement, progressivement, la réaction à une situation inédite, locale, peut se transformer en un nouveau concept. Et les initiateurs vont devenir en quelque sorte des innovateurs, voire même des entrepreneurs sociaux. C'est un mot qu'on entend un petit peu, mais on se retrouve bien dans cette définition-là. Et on n'a pas le choix. Il faut persévérer dans ce nouveau projet, car si nous ne prenons pas ces nouveaux chemins, ce que nous avions voulu créer va disparaître. On n'est pas dans du statique. Alors l'Union et chacun des bistrots, ils sont au cœur de plusieurs problématiques. D'abord, c'est la réponse à des besoins émergents localement, en s'adaptant à toutes les particularités que ça représente. La géographie, le réseau professionnel, les traditions sociales. Il y a une deuxième problématique, c'est celle du partage de principes fondamentaux, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, qui guident l'action quotidienne. Alors dans notre domaine, c'est en particulier la place de la personne malade, le changement de regard de la société vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, l'accueil inconditionnel. Toutes ces valeurs, elles sont écrites, elles sont reconnues, elles sont partagées. Et on a bien constaté dans la réalité que ce mariage du regard du terrain et du souci et du respect de ces valeurs communes, ça constitue un très bon ferment pour l'innovation sociale. Et puis il y a la troisième problématique, qui n'est pas des moindres, c'est la question de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs. Ce n'est pas neutre, parce qu'on est devant un processus pathologique qui atteint l'être de chacune des personnes concernées, et aussi on est devant un phénomène de société, puisqu'il touche plusieurs millions de personnes en France, que ce soit directement ou en tant que proches. Et aussi, on est devant des situations pour lesquelles il n'existe pas de réponse toute faite. Déjà, il n'y en a pas au niveau médicamenteux. Mais dans ce domaine, tout reste à explorer, de la relation entre les individus à la création de structures. Tout est re-questionné constamment et tout, finalement, est propice à l'innovation. Ainsi, en développant notre réseau de bistrots, nous avons été amenés à rencontrer la question de l'innovation, à y réfléchir, à mieux percevoir les liens entre innovation et décision publique. Nous avons pu aussi nous confronter avec la difficulté que constitue la reconnaissance d'une innovation. Et donc, l'Union a mis en place en 2017 ce qui s'appelle maintenant un lab, et dont nous vous parlerons aujourd'hui, et qui nous permettra de partager ce nouveau savoir-faire avec les bistrots mémoire qui envisagent de construire de nouveaux dispositifs, et aussi avec tous les acteurs sociaux qui s'intéressent à cette démarche. Donc, comme le disait Michel, notre journée sera donc structurée autour de 5 thématiques qui s'emboîtent
les unes dans les autres, logiquement. D'abord, comprendre les définitions et le cadre de l'innovation. Ensuite, repérer les décideurs locaux, régionaux et nationaux et débattre de la façon dont les promoteurs d'innovation interagissent avec ces acteurs. Puis, cet après-midi, nous débattrons des accompagnements dont peuvent bénéficier les porteurs de projets, car, à y bien regarder, les porteurs d'innovation sociale ne sont pas seuls. Ils peuvent faire appel à plusieurs mécanismes et institutions qui ont construit une expertise dans le domaine de l'accompagnement des innovations. Puis, nous ferons le point sur l'incontournable et parfois compliquée question des financements. Mais une question un peu pénible parfois, mais sur laquelle il ne faut jamais désespérer. Et puis, nous terminerons sur l'évaluation. Comment aller au-delà de la contrainte que cela peut représenter parfois pour faire une opération gagnant-gagnant. Donc ces bagages que j'espère légers et fonctionnels en même temps seront une invitation à poursuivre les projets tout en les partageant dans un esprit constructif. Et point important, nous proposons ces abords assez théoriques, c'est vrai, parfois abstraits, mais avec l'intention de les relier aux préoccupations des acteurs. C'est pourquoi nous avons choisi en fil rouge d'illustrer nos propos autour d'expérimentations qui soutiennent l'expression des personnes malades et en situation de fragilité, thème porteur et interrogateur surtout pour beaucoup d'entre nous. Voilà, donc je nous souhaite à tous une bonne journée. Et à tout à l'heure. Merci Madame Sipos. Alors des expérimentations. Tout de suite, passons aux expérimentations. 4 petits films vont vous être présentés. 1, on n'enferme pas les gens avec leur maladie. Un deuxième, la cohabitation intergénérationnelle, ça marche quand tout le monde s'y retrouve. Un lieu non médicalisé où les activités sont co-gérées avec les personnes ayant des troubles cognitifs et une plateforme pour rendre accessibles des lieux, une gageure bien souvent. 4 petits films, 4 petites vidéos, on y va. Madame Blanquet. Ah, c'est ouvert. Bonjour, Madame Blanquet. Aujourd'hui, il n'y avait pas de thème déterminé. C'est ce qu'on appelle conversation libre. Ça me sort de chez moi. Hein. On rencontre des gens qui ont le même problème que nous. Hein. Ça permet effectivement de simplement sortir. C'était la proposition d'Anne-Marie de venir vous chercher, de vous accompagner. C'est la dame, la première fois qu'elle est venue m'inviter. Je vous assure que je ne voulais pas venir. Hein. Mais maintenant, je viens toutes les séances. Je crois que tout le monde attend de regoûter à vos chocolats. Bah oui, Ça va être l'époque des chocolats. Hein. Oh là là. Oh là. J'ai compris. On discute, en rentrant à la maison, pensant tout ça. C'est de la joie, ça nous rappelle notre jeunesse. L'alternance entre des moments de rire, de convivialité, de pleurs quand il y a une évocation aussi de situations difficiles. Quand un parent atteint de maladie neurologique, c'est un soutien psychologique. Ça fait du bien d'en parler. C'est un lieu de parole. Ça me permet de se partager avec d'autres gens qui ont la maladie pour essayer de comprendre. Le Bistrot Mémoire a souhaité d'emblée pouvoir accueillir les aidants, mais aussi les aider. Vous vous projetez dans les repas de fête, là ? On s'aperçoit au fil des rencontres, des séances, qu'il y a une évolution vers une demande de plus de légèreté. C'était un peu surprenant quand même, c'est la première fois qu'on faisait venir une socio-esthéticienne. Oui. Vous faites ça. C'était agréable, c'était un moment agréable. Oui, oui. Tout le monde est dans un bistrot et on ne sait plus qui est le malade, qui est l'aidant. Jackset.com est né en 2006 de l'envie de faire connaître la ville accessible et inclusive, celle qui tient compte des personnes à mobilité réduite.
Pour accomplir sa mission, l'association met en ligne un guide des bonnes adresses, outil collaboratif, qui permet de recenser en ligne les lieux, partout en France et même à l'étranger, par niveau d'accessibilité. Le site et l'application comptent aujourd'hui 25 000 visites mensuelles et recensent plus de 70 000 lieux référencés par 2500 accédeurs. 6 permanents et 12 000 citoyens se mobilisent dans le repérage des lieux lors des journées et des nuits de l'accessibilité. Pour participer, il suffit d'un smartphone avec l'application J'accède. Prochaine étape, proposer ces informations sur des sites partenaires grand public. L'idée de J'accède vient du fait que finalement, un tiers de la population rencontre des problèmes en mobilité. Et parmi elles, un certain nombre renoncent à sortir faute d'informations suffisantes. Ça peut être la peur de l'ascenseur trop petit, l'absence de rampe ou des choses comme ça. Et donc pour éviter ce renoncement, J'accède a lancé le premier guide collaboratif où sont recensés l'ensemble des lieux accessibles. Donc ça peut être une boulangerie, ça peut être un cabinet médical. Et en donnant ces informations précises, les personnes à mobilité réduite n'auront pas peur de la mauvaise surprise. Parce que la mauvaise surprise fait que les personnes finissent par s'isoler et rester enfermées chez elles. Donc ce guide, tout le monde peut participer et effectuer un geste citoyen avec son smartphone en référençant avec l'application J'accède les lieux accessibles. C'est très simple, il y a un petit questionnaire à remplir et ça aide énormément de monde. Solidaire a été créé en 2004 pour proposer un toit décent et à bas prix à des jeunes et sortir des personnes âgées de l'isolement par la mise en place de cohabitation intergénérationnelle. Le concept se propage alors partout en France, donnant lieu au lancement du réseau COSI, devenu une structure indépendante en 2010 qui accompagne la création d'associations locales pour développer des actions similaires. Le réseau est composé d'une salariée et de 20 bénévoles et il regroupe aujourd'hui 26 associations réparties sur toute la métropole et en Guadeloupe. Grâce à leur action, 719 binômes jeunes seniors, tous sélectionnés sur leur motivation et leur état d'esprit, ont vu le jour en 2014, permettant de créer ainsi un pont entre les générations. Le réseau de COSI s'est créé tout à fait naturellement d'une envie d'aider des personnes qui étaient volontaires pour faire dans leur région la même action. La vocation première des associations qui se créent en région, c'est de faciliter la cohabitation entre des jeunes et des personnes âgées. Donc comme chaque association est une personne morale libre et autonome et juridiquement indépendante, c'est vrai qu'il y a des formules qui sont un tout petit peu différentes d'une association à l'autre, mais nous essayons en permanence d'innover parce que l'idée de fournir à des jeunes des chambres à bas prix dans lesquelles ils peuvent vivre dignement et en même temps faciliter ou agrémenter la vie au quotidien des personnes âgées, c'est ça en fait l'esprit du réseau. Et c'est véritablement créer un pont entre les générations. Et puis il y a surtout ce magnifique projet qui est une des innovations, parce qu'il y a beaucoup d'innovations, ce magnifique projet avec la mairie de Vitry, où nous avons quand même dans 4 résidences de personnes âgées à Vitry-sur-Seine, 3 jeunes qui sont logés dans des studettes de 24 mètres carrés pour moins de 100 €, tout compris, charge eau, électricité. Ils payent moins de 100 €. En échange du quoi, comme ils sont 3, en alternance, ils sont un peu présents le soir, autour de l'heure du dîner, pour faire des activités, jouer aux cartes, de la pétanque, etc. L'association Clubhouse France a été créée en avril 2010 pour implanter en France un modèle de réinsertion qui a fait ses preuves dans une trentaine de pays. Le projet vient d'un constat partagé entre des proches, des parents, des frères et sœurs, des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Que faire pour retrouver une place dans la société, un rôle, une utilité ? Je
pense que l'originalité du Clubhouse, c'est déjà que les patients ne se positionnent pas comme des malades, mais comme des membres. On va se retrouver dans une ambiance à la fois très conviviale, amicale, bienveillante, avec des reprises progressives d'activités. Je suis assez impatient puisque c'est une aventure qui commence, quoi, donc j'ai envie d'y participer et d'en profiter, j'espère. Les membres, en fait, ils sont dans une démarche de rétablissement où ils souhaitent vraiment s'en sortir, se donner les moyens pour arriver à recréer du lien, retravailler. On a besoin de ça? Aujourd'hui, je suis chargée de l'accueil et c'est ici que nous faisons les entretiens pour les nouveaux membres et les formulaires d'adhésion. C'est la première newsletter qu'on fait au Clubhouse. Donc on veut que ça ait une bonne allure quand même. Cette mutualisation en quelque sorte des investissements de chacun va permettre de déboucher sur quelque chose qui sera positif par rapport à ce retour à la vie réelle. Quatre expériences où l'on parle d'innovation sociale, mais qu'est-ce qu'on met sous le mot d'innovation sociale? Voilà bien un terme dont on entend parler très souvent, depuis longtemps, qui est remis au goût du jour selon les politiques, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'innovation sociale? Et mettons-nous tous le même sens au mot innovation sociale et tout ce qui sous-tend l'innovation sociale. Pour l'heure qui vient, nous avons fait venir 2 personnes qui vont nous parler de manière plus conceptuelle, plus théorique de l'innovation sociale, qui vont nous aider à clarifier le sens des mots. J'appelle donc M. Bonny qui va intervenir. Et ensuite, quelles sont les politiques publiques en France? Comment se décline-t-elle ce concept d'innovation sociale? Comment peut-on s'y repérer dans ce grand champ de l'innovation sociale, de l'économie sociale et solidaire? Donc j'appellerai ensuite M. Méran qui viendra nous parler dans le deuxième volet de la conférence. Monsieur Bonny, vous êtes maître de conférence sociologue à l'université de Rennes 2. Vous avez beaucoup écrit sur l'économie sociale. Je crois que c'est un champ d'investigation et de recherche que vous connaissez bien. Donc je vous laisse la parole pour 25 à 30 minutes. Alors dans cette conférence, nous n'avons pas prévu de débat. Mais nous savons que vous avez envie, vous avez plein d'idées, et c'est l'objectif de cette journée que de partager. Nous avons prévu un débat en fin de matinée. Donc M. Méran et M. Bonny seront là également en fin de matinée. Donc vous pourrez à ce moment-là poser les questions que vous souhaitez, ou en tous les cas émettre des avis par rapport à leurs propos. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Merci d'abord de m'avoir invité. Je précise en commençant, je ne suis pas du tout un sociologue du vieillissement. Je suis un sociologue plutôt sociologie politique. Et la commande qui m'a été passée est de présenter un peu une réflexion de sociologie, de sociologue, mais moi je me définis comme un sociologue impliqué, autour de la notion d'innovation sociale sur laquelle j'ai écrit un petit peu, parce que c'est une notion qui est polysémique, qui a plusieurs sens, et je voudrais dérouler un peu quelques ambiguïtés de cette notion ce matin, et puis essayer d'en proposer aussi un élément de définition. Tout d'abord, pour un sociologue, toute innovation est sociale. Autrement dit, les distinctions qu'on peut faire entre innovation technique, innovation commerciale, innovation organisationnelle et innovation sociale, pour un sociologue, tout est social, donc une innovation technique, elle est aussi sociale, forcément, puisque c'est des acteurs sociaux qui les ont mises en place. Donc quand on parle d'innovation sociale en un sens plus spécifique, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire et en quel sens on l'entend. Je voudrais souligner que l'innovation sociale, au sens précis du terme, a une histoire au fond assez courte,
parce que pendant longtemps, les formes d'innovation qui ont été mises en valeur, c'était avant tout des formes d'innovation qui étaient centrées sur une approche économique de la vie sociale. Donc c'était l'innovation technologique au premier plan, l'innovation organisationnelle, l'innovation commerciale, ce genre de choses. Et dans cette approche-là, l'innovation sociale, elle était très résiduelle et elle reste, à mon avis, très résiduelle parce qu'au fond, elle n'est pas forcément très intéressante d'un point de vue économique. Autrement dit, si on veut mettre en valeur l'innovation sociale, et qu'on ne veut pas la mettre en valeur uniquement sous l'angle économique, de ce qu'elle peut apporter économiquement, eh bien, il va falloir défendre un modèle de société où la question de l'innovation sociale a toute sa place. Or, ça ne va pas de soi, parce que lorsqu'on est dans une logique avant tout centrée sur l'économique, eh bien, on ne voit pas forcément pourquoi on mettrait des moyens, par exemple, dans la question des personnes âgées. Donc, c'est important parce que ce que je voudrais souligner, c'est que tout à l'heure, en introduction, Madame Siros a dit réponse. Siros, c'est ça ? Sipos, excusez-moi, a dit répondre à des besoins émergents localement. Je voudrais souligner que cette définition, qui est souvent mobilisée, ne va pas du tout de soi, parce que d'une part, il n'y a pas toujours d'évidence des besoins en question, et parce que d'autre part, il n'y a pas forcément de consensus sur ce que sont les besoins et sur ce que sont les réponses à ces besoins. Autrement dit, si on veut avoir une approche de la notion, il faut aussi l'inscrire dans les controverses qu'elle peut susciter et dans ce que j'ai appelé les modèles de société qui sont parfois concurrents, qui sont parfois en controverse et en concurrence. Alors, j'ai élaboré pour ma part une définition qui essaye justement de tenir compte de cela. Je voudrais aussi souligner que la notion d'innovation renvoie à une valeur très partagée dans notre société. Quand on parle le nouveau est une valeur culturelle très forte dans notre société. Et donc on considère comme si ça allait de soi que nouveau égale positif, quelque chose de positif. Or, on peut souligner, on peut faire l'histoire, on peut montrer qu'il y a des innovations sociales dans l'histoire qui sont loin d'être heureuses. Donc il faut bien voir que derrière la notion d'innovation sociale, il y a un jugement de valeur, et que ce jugement de valeur ne va pas de soi, et que par conséquent, il faut expliquer pourquoi on a un jugement de valeur positif sur le nouveau en question. Alors je vous lis, mais elle est très longue, hein, la définition, mais je vais insister sur quelques éléments de cette définition qui mettent justement l'accent sur l'enjeu de défendre un modèle de société. Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention. Alors je me suis appuyé sur la définition qui vient du Québec, mais je l'ai modifiée pour faire intervenir justement ces enjeux de jugement. Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui est jugé répondre plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à ce qui est présenté comme un besoin social bien défini. Une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui est jugée produire un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. J'ai donc insisté sur l'idée de juger répondre mieux que d'autres solutions à ce qui est présenté comme un besoin et qui est jugé produire un bénéfice. Parce que ça me paraît essentiel de ne pas s'illusionner sur l'idée qu'il y aurait un consensus sur ce que sont les besoins ou sur ce que sont les réponses adéquates. Donc, quand on propose quelque chose comme une innovation sociale, c'est qu'on porte un jugement positif sur la chose en question, mais il faut convaincre les autres. Et ça ne va pas de soi, puisque si on est soi-même convaincu, les autres ne le sont pas forcément. Donc, à partir de cette approche-là, je voudrais souligner que, de mon point de vue, on peut inscrire cette notion d'innovation dans au moins 3 orientations. Une première orientation qui est centrée sur l'entreprise et sur l'économique, où l'innovation sociale sera ce qui apporte un potentiel économique. Par exemple, aujourd'hui, on défend beaucoup, il y a des idées sur l'idée que à travers notamment les réseaux sociaux, Internet et tout ça, on peut avoir une approche collaborative, on appelle ça collaborative, des produits, des services, pour que les consommateurs, les usagers puissent les tester, puissent donner leur avis, puissent éventuellement intervenir dans l'ingénierie, etc. Donc là, on est sur l'innovation sociale au sens d'un réseau social, par exemple, qui va apporter une plus-value économique.
Donc là, on est centré sur une orientation qui est très dominante aujourd'hui à mes yeux. La deuxième orientation, c'est une orientation qui est assez reliée à la première. C'est une orientation qui consiste à considérer au fond l'innovation sociale avant tout sous l'angle des politiques sociales et dans une période marquée par une crise durable d'un modèle de société, par le chômage de masse, par la précarité, par l'accroissement des inégalités, par les restrictions budgétaires. Et dans cette orientation-là, l'innovation sociale va être avant tout pensée en termes de réduction des interventions publiques, en disant à la société de se mobiliser, à la société civile de se mobiliser, c'est très bien qu'il y ait des initiatives associatives et autres, on va les mettre en valeur, au sens où on va valoriser l'innovation sociale, mais par contre, ça s'accompagne souvent d'un retrait du soutien public et donc de diminution de l'investissement public et du soutien public. Et cette approche qu'on observe aujourd'hui quand même souvent dans les discours sur l'innovation sociale, elle promeut l'auto-organisation, la philanthropie, l'entreprise sociale, toutes ces choses-là, au détriment d'une réflexion sur un modèle de société qui serait ancré durablement et où la puissance publique aurait toute sa place. La troisième orientation, celle sur laquelle je vais maintenant insister, c'est entendre innovation sociale au sens de sociétal, social au sens de sociétal, c'est-à-dire projet de société, modèle de société. Un modèle de société où l'économique n'est pas la seule entrée, un modèle de société où on réfléchit sur des valeurs partagées qui fonderaient ce modèle. Parmi ces valeurs, ça a été souligné notamment dans les vidéos, l'inclusion de tous, quelles que soient ses particularités, quelles que soient ses spécificités, la reconnaissance des capacités des personnes, quelle que soit leur vulnérabilité, la question de la reconnaissance, du respect dû à toute personne, la commune humanité, autrement dit, on pourrait dire, et à partir de cette orientation, quelles sont les ressources que l'on y consacre et comment on définit ces ressources. Alors cette troisième orientation est très différente de la deuxième parce qu'elle n'est pas associée à une idée de retrait de la puissance publique, elle est associée à une idée de reconfiguration des politiques publiques, ce qui est totalement différent. Et donc elle est associée à une idée de comment on va articuler des initiatives civiles, des initiatives associatives, et puis les politiques publiques, et comment les politiques publiques peuvent s'articuler et soutenir les initiatives en question. Alors je voudrais souligner ici aussi que, quelque part, s'il y a une grande ambiguïté de la notion d'innovation sociale, c'est parce qu'elle fait l'objet aussi d'un marketing politique à bien des égards. C'est un peu comme la notion de développement durable, c'est un peu comme la notion de participation citoyenne, c'est-à-dire que l'innovation sociale est dans l'air du temps, quelque part, et que, par conséquent, on peut aussi valoriser l'action politique, l'action des pouvoirs publics, à travers des appels à projets sur l'innovation sociale. Le problème étant que, quelque part, quand on est dans ce troisième modèle, la question, ce n'est pas l'innovation en soi, ce n'est pas le nouveau en soi, parce que le nouveau d'aujourd'hui ne le sera plus demain. La question, c'est pourquoi, en quoi ce nouveau est-il pertinent, en quoi ce nouveau apporte-t-il quelque chose d'intéressant dans la reconfiguration de la vie sociale. Et donc, par conséquent, on ne peut pas s'en tenir à l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est qu'un moment d'un processus, d'une dynamique de la société. Et la question essentielle devient plutôt quels sont les objectifs derrière l'innovation sociale et comment on va pérenniser ce qui a été au départ une initiative, une innovation, parce que c'était nouveau dans le contexte où c'est né. J'insiste aussi sur le fait que la notion d'innovation est toujours contextuelle. On voit bien dans la vidéo sur le Clubhouse que c'est quelque chose qui est né en 1948 à New York. Donc, quand on l'introduit à Paris, c'est nouveau à Paris. Donc, il y a une innovation là, locale, mais ça n'est pas nouveau en soi. Et souvent, certaines innovations sont aussi on retrouve des pratiques anciennes, en fait. Mais comme elles ont été perdues, de vue, disparues, quand on les réintroduit, elles sont source d'innovation sociale ou elles sont perçues comme innovation sociale. Donc, toujours rapporter l'innovation à un contexte et à un milieu de réception qui n'est pas nécessairement l'ensemble de la société, d'où un enjeu d'extension, d'où un enjeu aussi de convaincre de la pertinence de ce qu'on propose. Alors, parmi les éléments d'un modèle de société, qu'est-ce qui est en jeu? Derrière la notion on parle de vulnérabilité ce matin, on parle d'innovation sociale face à des situations de vulnérabilité.
La notion de vulnérabilité, comment on pense la question de la vulnérabilité en termes d'inscription dans le monde, ce que j'appelle moi le monde humain social, pour ne pas dissocier le social au sens de la société, de la question humaine. La question humaine, c'est aussi la question de ce qui nous relie, de ce qui nous tient ensemble, de ce qui fait lien. Et ce qui fait lien, c'est d'abord du symbolique, c'est d'abord de la parole, c'est d'abord du sens. Et quand on a affaire à la problématique du vieillissement ou à la problématique d'Alzheimer, on est confronté à la tension entre cette approche par le symbolique, par le sens, et puis des approches par le biologique, par le médical. Et donc, toute la question, c'est comment on tient ensemble ces deux choses-là, comment on évite d'avoir une approche essentiellement biologisante et médicalisante de la question du vieillissement. Et comment on inscrit cette question dans le symbolique, comment on pense le sujet humain, fragile, vulnérable, mais un sujet d'abord, et pas d'abord dépendant, pas d'abord dans... Voilà, donc toutes les questions de vocabulaire sont essentielles. Quand on parle de la dépendance, on met l'accent sur un angle, une vision des choses. Quand on parle au contraire du sujet fragile, on met l'accent sur une autre façon de voir la personne. Il y a beaucoup de choses autour des notions et des mots, et ce que je voudrais souligner, comme ça a été aussi dit, l'approche sociologique, en tout cas dont je me revendique, n'est pas que théorique, au sens où ça serait déconnecté du réel. La théorie, c'est des outils. C'est des outils pour penser, c'est des outils pour réfléchir. Et les outils pour réfléchir, ils sont souvent associés aussi à des travaux d'enquête que font les sociologues. Donc, autrement dit, on n'est pas que dans la théorie au sens de la spéculation intellectuelle, on est dans des outils de pensée. Et les outils de pensée, par exemple, dans le champ du vieillissement, quand on est passé de la notion de désengagement, qui était une notion très négative, au fond, la personne vieillissante se désengage au sens où elle n'est plus active au niveau du travail, etc. C'était une notion vue à travers la norme. La norme, c'était être au travail. Donc toute la problématique de la retraite, par exemple, elle a été longtemps problématique du désengagement. Et donc aujourd'hui, on est dans des problématiques en termes de recomposition identitaire ou en termes dans le vieillissement, on parle beaucoup de la déprise. La déprise, c'est une notion particulièrement intéressante parce qu'elle met l'accent sur le sujet. Sur quoi le sujet a-t-il prise et sur quoi le sujet soit n'a plus prise, soit ne souhaite plus avoir prise. Combien de personnes âgées disent « moi, j'ai plus envie de m'occuper de mes papiers ». Donc là, on est aussi dans le désir du sujet, comment le sujet se déprend parce qu'il n'a plus envie et parce qu'il considère que voilà, c'est quelque chose dont il n'a plus à se préoccuper. Donc autrement dit, sur quoi il met l'accent? Qu'est-ce qui est important pour la personne? La déprise, c'est une réflexion du point de vue du sujet, sur ce que la personne ne se sent plus en mesure de faire ou sur ce que la personne ne souhaite plus faire. Et face à on souligne beaucoup dans les questions de vieillissement que souvent l'entourage joue un rôle essentiel et que parfois l'entourage va beaucoup plus loin que ce que la personne voudrait. Par exemple, si une personne pense qu'elle peut encore conduire sa voiture, mais que l'entourage pense que c'est trop risqué qu'elle conduise sa voiture, voilà, il y a une zone de tension là et il y a une zone de réflexion sur finalement si la personne se sent encore capable, est-ce qu'on doit la laisser, etc. Donc les appréhensions, on va dire, de l'entourage jouent un rôle souvent important dans la déprise. Donc la déprise, c'est aussi quelque chose de relationnel. Ce n'est pas seulement quelque chose qui renvoie au sujet, mais c'est quelque chose qui renvoie à la relation entre plusieurs sujets. Alors voilà, donc quand on reconfigure comme ça les mots, on leur donne un autre sens, et du coup, on pense aussi différemment les choses parce qu'on met l'accent sur le symbolique, on met l'accent sur ce qui est la commune humanité, on est tous des sujets, on est tous des citoyens, et au lieu de mettre l'accent sur l'écart à la norme comme écart négatif, on met l'accent sur des spécificités de ces sujets ou de ces citoyens. Il ne s'agit pas d'être angélique, on sait bien que certaines de ces spécificités rendent la personne particulièrement vulnérable et qu'on ne peut pas dire que toutes les spécificités se valent, mais en même temps, penser en termes de citoyenneté et en termes de sujet, c'est s'obliger à changer de modèle et se dire, la première entrée dans la réflexion, c'est c'est le commun, ce n'est pas d'abord la différence. Et souvent, la différence étant pensée négativement. Donc, à partir de là, ce que je voudrais souligner, c'est aussi que si on veut aller vers une réflexion de fond sur ces questions-là en termes de modèle de société, il ne faut pas se centrer sur l'innovation, il faut se centrer sur les objectifs.
Les objectifs, c'est quoi? Bien, on pourrait dire c'est l'inclusion sociale maximale des personnes, c'est la reconnaissance maximale des personnes, c'est la valorisation de leurs capacités, même lorsqu'elles sont en perte de capacité ou en moindre capacité ou en déprise, elles ont des capacités, elles ont aussi une richesse. Donc comment on reconnaît cette richesse, comment on la met en valeur? Et tout ça dessine un modèle de société en notant qu'on ne laisse pas ça dans la sphère domestique, dans la sphère privée, qu'on ne considère pas que tout ça, ça relève au fond essentiellement de l'entourage immédiat, mais qu'on considère que c'est une question collective, ce n'est pas une question individuelle ou interindividuelle. Et si c'est une question collective, alors on peut se demander comment on la pense. On voit dans le film sur les bistrots-mémoires, à un moment donné, l'idée qui était mise qu'au fur et à mesure du bistrot-mémoire, on va vers plus de légèreté. C'est ainsi que c'est exprimé. Et donc, on va vers plus de légèreté au sens où on va parler de choses banales. On va oublier l'approche médicale, on va oublier la dureté parfois des situations. Il y a là une réflexion importante aujourd'hui sur la question du social ou sur la question du soin. Comment on évite de penser avant tout avec une vision réductrice, centrée sur des prestations de services sociaux, prestations de services de soins, et comment on raisonne autrement. Pour autant que je n'ai pas une grande connaissance du domaine, mais tout de même, il me semble avoir cru comprendre que les plateformes de répit, par exemple, pour les aidants, sont quasiment, historiquement en tout cas, étaient essentiellement associés à une approche adossée à des structures médicales. Il y a aujourd'hui des plateformes de répit non médicalisées qui se revendiquent comme telles et qui essayent de se faire reconnaître. On a là effectivement une dimension d'innovation sociale parce qu'on pense globalement les choses et qu'on refuse finalement l'entrée médicale. On prend une autre entrée, on prend l'entrée justement par cette légèreté qui est très profonde au fond, hein, la rencontre, l'échange, le bien-être, la convivialité, voilà. Alors ça soulève aussi des enjeux collectifs qui interpellent les pouvoirs publics. Par exemple, je ne sais plus si dans une des vidéos ou si c'est dans une page internet que j'ai consultée, on parle de droit au répit pour les aidants. La notion de droit au répit, c'était typiquement ce que je voulais dire tout à l'heure quand je dis ça ne va pas de soi, ça ne fait pas forcément consensus, mais c'est un enjeu. Voilà, c'est un enjeu qui est mis en débat sur la place publique. Est-ce qu'il y a un droit au répit? Est-ce que demain on va reconnaître cela? Et comment on va le structurer du coup collectivement à travers notamment des politiques publiques? Autre exemple, il y a dans les innovations sociales sur le vieillissement, il y a notamment une initiative qui vient du Québec qui s'appelle le baluchonnage, c'est-à-dire le fait de s'installer 24 heures sur 24 chez la personne aidée pour permettre à la personne aidante de souffler, d'avoir du répit. Ça soulève forcément des enjeux et des questions, par exemple en termes de droit du travail, que d'être là 24 heures sur 24. Donc comment on fait évoluer le droit du travail, comment on réfléchit sur ces questions-là, ça soulève des enjeux de politique publique. Alors ce que je veux dire, c'est que là, il faut être inventif, mais ce n'est pas seulement de l'innovation sociale pour ma part. En tout cas, il me semble que ça rejoint ce qui est pour moi une question essentielle, c'est la question de l'innovation institutionnelle. C'est-à-dire comment on inscrit durablement ce qui, à un moment donné, a été initié par certains acteurs, comment on l'inscrit durablement dans le tissu des rapports sociaux et pour en faire justement, pour construire un modèle de société. Comment on l'inscrit durablement? Ça veut dire aussi comment on va hybrider des ressources, on va combiner des ressources entre des ressources bénévoles, des ressources marchandes, des ressources issues de financement public. Et c'est typiquement les questions que traite l'économie sociale et solidaire. Comment on pense l'économie comme étant encastrée dans la vie sociale, inscrite dans la vie sociale et pas opposée au reste de la vie sociale. Comment on pense l'entreprise économique comme étant aussi inscrite dans une société et pas seulement à l'échelle de ceux qui la montent. Donc, cette question de l'innovation institutionnelle me paraît essentielle parce que si on veut défendre un modèle de société dans lequel il ne s'agit pas de retrait de la puissance publique mais de reconfiguration, alors il faut penser à comment on va combiner des ressources, comment on va pérenniser les initiatives, parce que le gros problème de l'accent qui est mis sur l'innovation, c'est qu'on est souvent dans des logiques de projets à court terme. Il faut sans arrêt répondre à des appels à projets, et les appels à projets sur l'innovation aujourd'hui, il y en a plein, mais le problème c'est qu'on peut être innovant aujourd'hui, puis demain on ne sera plus considéré comme innovant, donc on ne sera plus financé. Comment on pérennise ce qui a été... Et donc on rentre aussi dans une culture du zapping finalement permanent. Le nouveau d'aujourd'hui chasse celui d'hier. Comment on substitue à cette course finalement qui aussi met en concurrence les acteurs finalement pour des ressources rares? Comment on pense autrement?
Et comment on inscrit des initiatives plurielles, parce que les initiatives, par exemple, qui sont présentées dans les vidéos, elles sont autonomes, elles sont nées de façon autonome, mais en même temps, elles dessinent tout ensemble un certain modèle de société. Donc il y a des traits communs à ces initiatives. Comment on les inscrit dans une façon globale de penser et pour élaborer un modèle de société. Donc il me semble important de ne pas s'arrêter à l'innovation sociale, mais de l'inscrire avec ce que j'appelle l'innovation institutionnelle dans une pensée globale des questions où il y a une alliance à trouver entre les initiatives associatives et les politiques publiques. Il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de les articuler et les articuler pour construire ensemble ce modèle dont j'ai parlé. Voilà en gros ce que je voulais dire. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, Merci Monsieur Bonny, vous êtes quasiment dans les temps, c'est formidable. Bon, merci à vous de nous avoir éclairés sur ces notions d'innovation sociale, d'avoir souligné que l'innovation sociale, ce ne sont pas que des domaines que l'on confie aux individus, aux incubateurs, mais que l'on confie également aux acteurs publics pour qu'ils accompagnent ces politiques. Je crois que c'est intéressant et j'ai senti là le côté militant que vous êtes, en plus d'être le sociologue éclairé. Donc merci. Maintenant, à la lumière des politiques publiques qui existent, que se passe-t-il? Monsieur Méran, nous avons souhaité que vous puissiez venir nous éclairer là-dessus au regard des politiques publiques qui sont mises en place, de l'économie sociale et solidaire dont on parle de plus en plus. Je crois qu'il faut remonter à 2014 pour entendre parler aussi intensément de l'économie sociale et solidaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Pouvons-nous avoir confiance? Éclairez-nous, Monsieur Méran. Vous avez été, en plus, ancien délégué de la CRES, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Nous avons donc là toute possibilité d'avoir tous les éclairages nécessaires de votre part. Merci. Je vous remercie de votre confiance. On va essayer de faire. Alors moi, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que les politiques publiques, elles ne viennent pas comme ça. Les politiques publiques, elles viennent à partir d'interpellations de la société civile dans son ensemble, notamment, et on le voit bien dans le domaine de l'innovation sociale. Alors, avant de parler de 2014, je voudrais remonter à 1273. C'est un peu plus loin, mais il semble que ce soit la première initiative moderne de l'économie sociale qui se soit mise en place. Et si je l'aborde, c'est parce qu'on est déjà dans l'innovation sociale. On n'est pas que dans l'innovation sociale, mais on y est. Alors 1273, pour ceux qui ne sauraient pas, il y en a qui ne savent pas 1273. C'est des paysans de Déservillers, dans le Doubs. Ils créent, à l'initiative de leur curé, la première fruitière, c'est la première coopérative de production du comté. Il y avait de la difficulté dans ce village-là, et le curé a dit, mais si les paysans se mettent ensemble pour mettre leur lait ensemble, on va pouvoir faire une roue de comté à nous tous et commercialiser dans notre interrégion, internationale, là où on est, et ça leur a permis de se sortir de leur affaire. Donc on était dans une réponse nouvelle à des besoins qui étaient d'ordre économique, mais l'enjeu, c'était la vie des personnes de la communauté. Alors on est à la fois, pour reprendre un petit peu sur ce que disait Yves Bonny, on est à la fois dans de l'innovation sociale, puisque c'est au service des paysans et de la communauté et du village, mais on est dans l'innovation technologique par le fait de mettre en place cette transformation collective, et puis on est dans l'innovation économique. Donc on est bien dans quelque chose de plus large que simplement l'innovation sociale, mais on est en plein dans cette innovation sociale. Quelques siècles plus tard, je vais donner quelques éléments historiques. Quelques siècles plus tard, on a en Angleterre, dans la région de Manchester, des tisserands qui se mettent ensemble et qui créent la première coopérative recensée moderne qui ouvre notamment un magasin coopératif pour passer à côté des systèmes qui étaient un peu coûteux pour eux-mêmes. On était dans un système là d'innovation organisationnelle, à but économique, mais dans un objectif social, c'est de meilleurs niveaux de vie des coopérateurs, des ouvriers. Les sociétés mutuelles,
elles se sont constituées aussi pour répondre à des besoins sociaux, notamment d'assurance, qui n'existaient pas et se sont mises en place dans l'Ancien Régime sous forme de corporations. C'est d'ailleurs les seules qui n'ont pas été interdites par l'État français au moment de la Révolution. C'est les seuls corps intermédiaires qui ont pu subsister, parce que, vous vous souvenez que la Révolution française avait le principe qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre l'individu et l'État. Hein. Et donc, il y a eu un certain nombre quand même de sociétés mutuelles qui se sont mises en place et qui ont permis l'assurance des biens, des personnes, la mutualité moderne, etc. Donc là encore, on est sur de l'innovation en termes financiers, puisque les mutuelles, c'est de la finance partagée, hein, à un but social. Bon. Un peu plus loin, on a 1833, Société Saint-Vincent-de-Paul, qui se met en place pour faire face à un but vraiment social de lutte contre la misère. Aujourd'hui, Société Saint-Vincent-de-Paul, ça s'est fédéré, ça s'est développé, ça s'est internationalisé. On voit là que cette innovation sociale de départ se développe et se pérennise et s'institutionnalise. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, puisque on n'est pas simplement dans l'innovation d'un moment qui ne reste pas de l'innovation, comme le disait Yves Bonny, mais on est dans de la généralisation. Alors, j'ai pris la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais la Ligue de l'enseignement qui a été créée à Rennes, finalement, hein, par, comment il s'appelait, ça va me revenir. Donc, c'est aussi toute une série d'initiatives pour développer l'éducation pour le plus grand nombre. Ça s'est lancé avant l'éducation obligatoire. Et on a aujourd'hui une constellation d'associations liées à la Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques, etc. 30 000 associations locales, 102 fédérations départementales. C'est pas rien. Pour la Société Saint-Vincent-de-Paul, apparemment, on estime qu'elles aident aujourd'hui 17 millions de personnes. Bon. Alors, dans la foulée, le mouvement associatif s'est développé, a été reconnu par la loi, institutionnalisé. Mais tout ça pour dire qu'on est dans l'innovation, et la force de cette innovation, historiquement, on voit bien que c'est l'action collective. Ce n'est pas une personne qui fait, ce n'est pas une personne qui vend du service, ce n'est pas une personne qui crée son affaire dans son coin, c'est un mouvement collectif qui se met en œuvre et qui est donc directement dans la question d'un meilleur lien social, hein, et d'une réponse à des besoins insatisfaits. Donc ça, je pense que c'est important à bien situer, et on voit à travers les exemples que je vous ai donnés qu'on est dans le domaine de système coopératif, système mutualiste, système associatif, ça peut être système fondation. C'est ce qui essentiellement constitue aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire cette économie dont l'objectif n'est pas le profit, mais par l'action collective de mettre en place des réponses aux besoins sociaux, économiques, environnementaux, culturels, etc. Et donc pour lesquels l'économie est un moyen et pas un but. Hein. Voilà. Alors, après ce petit retour collectif, je voulais dans un deuxième temps parler de la CRES au service de l'innovation sociale. Donc la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui a 20 ans d'âge, et cette structure sous forme associative s'appelle comme ça parce que c'est pour faire un peu pendant à la notion des chambres de commerce, des chambres d'agriculture, des chambres des métiers, pour dire que le secteur associatif, mutualiste et coopératif fait aussi de l'économie, mais autrement, et qu'il a besoin d'être reconnu, de se développer et d'être toujours à la pointe, notamment dans l'innovation sociale. Et donc, notre chambre de l'économie sociale et solidaire, elle a notamment pour but de favoriser l'émergence des initiatives et puis leur développement. Alors, un petit clin d'œil sur il y a 20 ans, en fait, déjà, à cette époque-là, la Chambre avait accueilli un groupe d'initiatives pour l'emploi qui s'appelait Service aux personnes. Et dans ce cadre-là, il y a eu un groupe de travail qui a fonctionné au plan régional pour permettre que se développe ce qu'on appelait à l'époque les haltes à la journée pour personnes âgées, qui n'étaient autres que ce qu'on appelle aujourd'hui les accueils de jour. Et le rôle de la CRES dans cette affaire-là, ce n'était pas d'aider une initiative ou l'autre à se développer, mais c'était plutôt de mettre ensemble ceux qui avaient déjà commencé quelque chose et ceux qui voulaient mettre en place un accueil de jour pour trouver les moyens, les techniques, les appuis, le travail en commun
permettant de mettre en place des accueils et de les faire travailler ensemble. Donc favoriser l'émergence des initiatives et leur développement, alors ça se fait donc au niveau régional par un travail fédérateur, par un travail de mutualisation, mais ça se fait aussi au niveau local. Là, ce n'est pas la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire qui fait, c'est les pôles de développement de l'économie sociale et solidaire qui existent dans quasi chacun des pays de Bretagne. Excusez-moi pour les gens qui ne seraient pas de Bretagne ici, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est organisé un peu différemment suivant les régions, mais en Bretagne, dans chaque pays, tous les pays d'Ille-et-Vilaine, tous ceux du Finistère, bientôt tous ceux des Côtes-d'Armor et du Morbihan, sont organisés sous forme d'associations de développement et d'appui à l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Et donc, ces associations sont des associations de proximité et permettent aux acteurs de se retrouver, de développer des projets communs et de mettre en place des coordinations, même quand on est dans des secteurs différents. Et concernant le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, la question de la communication sur les besoins des personnes âgées, leurs réponses, les possibilités de travail sont intéressantes à voir au niveau transversal, au-delà d'un simple accompagnement qui n'est pas rien d'initiatives nouvelles. Voilà, alors, le deuxième sujet sur lequel agit la CRES, c'est la question de la reconnaissance de l'innovation sociale et du changement d'échelle. Yves Bonny parlait d'innovation institutionnelle. Je trouve que c'est un mot intéressant. En tout cas, on est bien sur l'enjeu de faire en sorte que les choses ne restent pas dans leur coin. Je me souviens de toute la difficulté qu'a eu l'ADMR sur le pays de Vitré pour mettre en place de la garde sur des horaires décalés pour les enfants. C'est une initiative qui est déjà très ancienne, qui était très innovante à l'époque et qui a eu beaucoup de difficultés à se pérenniser parce qu'elle allait de financement en financement européen, financement départementaux, et c'était la croix et la bannière. Je crois qu'ils ont maintenu pérennisé leur service, mais c'est toujours une galère. Donc, comment on fait pour que ça se pérennise sur les questions de financement, notamment, et de reconnaissance par la puissance publique, notamment, pour arriver à des systèmes soit législatifs, soit de dispositifs financiers ou d'accompagnement qui permettent de développer et de changer d'échelle. Alors, dans ce domaine-là, on a fait, nous, en 2013, une journée régionale qu'on a appelée Innov Days, parce qu'on n'est pas que il y a quelques Bretonnants chez nous, à l'ouest, là, et donc a été une journée où on a permis de mettre ensemble des initiatives d'innovation sociale dans énormément de domaines différents. Je vais vous en citer quelques-uns, si je les retrouve. Et qui était en même temps une journée vitrine par rapport aux gens de l'extérieur, que ce soit des gens du Conseil économique, social et environnemental régional, de la région, des départements, de l'État, pour permettre que ce soit visible, reconnu, et à partir de là, mieux pris en compte. Petite soif. Excusez. Alors, je vais vous citer en vrac les thèmes de travail pour revenir sur la notion d'innovation sociale qui n'est pas que l'innovation dans le social, qui est bien l'innovation de l'action collective pour répondre à des besoins, alors soit de tout le monde, référant à notre commune humanité, soit d'un groupe de gens mobilisés par un intérêt commun, un territoire commun, une identité forte commune. Et donc, on a été amené à travailler ensemble sur la question de l'économie du spectacle vivant,
Bon, l'économie spectacle vivant, l'innovation sociale, pourquoi, qui, quoi. La culture, on le voit bien, est toujours très importante sur la question des valeurs, des interpellations et du vivre ensemble et du plaisir de vivre ensemble. L'insertion par l'activité économique, moteur de l'innovation sociale. Le management participatif, une pratique à la portée de toutes les entreprises. Les citoyens acteurs du développement des énergies renouvelables. Les circuits courts alimentaires sans court-circuit. Vers une mobilité durable, etc., etc. Je ne les cite pas tous, mais vous voyez qu'on est dans des domaines assez variés, dont le point commun est de se mobiliser ensemble, sans exclusive, pour répondre à des besoins satisfaits. Voilà, donc c'était un focus sur cette journée-là qui a eu assez de succès. Hein. Et puis donc, globalement, le rôle de l'économie sociale et solidaire qui s'organise à travers la CRES, mais aussi à travers des fédérations, à travers des réseaux comme vous faites, l'Union nationale Bistro-Mémoire, etc., c'est de permettre de faire coopérer et fédérer les acteurs. Alors notre rôle à nous, au niveau de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, c'est de faire en sorte de faire coopérer entre les différents secteurs, entre les associations, les coopératives et les mutuelles, entre ceux qui sont dans le social, dans le culturel, dans l'emploi, etc. Parce que plus on travaille de façon ouverte, plus on se donne des façons nouvelles de répondre aux besoins, plutôt que de s'enfermer chacun dans son petit coin. Voilà. Donc on est organisé à la fois en termes transversal à l'ensemble de l'activité et des territoires, et on a un réseau à partir des pôles, comme je vous le disais, de développement de l'ESS sur les pays de Bretagne. À l'échelon régional, il y a la CRES, mais il y a aussi les fédérations verticales. Hein, je ne sais pas, moi, l'URIOPS dans votre domaine, ou la sauvegarde, ou un certain nombre de structures de cet ordre-là, ou les réseaux de l'aide à domicile. Et puis, au niveau national, il y a aussi un Conseil national des CRES qui fait réseau et qui peut interpeller aussi au plan politique national. Voilà. Alors ça, c'était mon deuxième temps. Le troisième temps, c'est donc le sujet que vous m'avez demandé sur la politique publique. Donc la reconnaissance et l'institutionnalisation. Alors, je développerai 4 points. Le premier, c'est l'État et l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Il y a eu, dans peu de périodes de l'histoire récente, il y a eu 2 fois un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, une fois, oui, c'est ça, 2 fois. Et autrement, on est resté dans le domaine, au niveau central de l'État, de délégation interministérielle. Alors, je voulais pointer que, en fait, la délégation interministérielle, entre 1981 et 2001, et à peu près, hein, c'est à peu près, était une délégation à l'économie sociale. Hein. Elle était interministérielle parce que l'économie sociale, c'était très transversal, comme je vous le disais tout à l'heure, ça intéresse plusieurs secteurs d'activité, mais elle est devenue délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale au début du millénaire. Là, hein. Et donc la première fois, c'est apparu de façon indissociable que l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale avaient partie liée. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'innovation sociale quand on n'est pas de l'économie sociale et solidaire, c'est pas ce que je veux dire. Mais que quand on lance des initiatives dans l'économie sociale et solidaire et quand on veut les pérenniser, on est de plein pied dans des valeurs communes d'innovation sociale. Donc, première période d'intérêt de l'État sur cette affaire-là, on est maintenant il y a 15 ans. Hein. Si on regarde au niveau régional, qu'est-ce qui s'est passé, et on n'est pas peu fiers d'y avoir contribué un petit peu, dans le mandat, le mandat précédent de la région, il y a eu tout un travail qui a été fait sur l'innovation. Et quand on a regardé ce travail sur l'innovation, c'était un regard sur l'innovation à vocation économique très forte et qui ne regardait quasiment que l'innovation technologique. Quand le bilan a été fait par la région de ce travail-là, il a été soumis, comme c'est le droit, à la consultation du Conseil économique, social et environnemental régional, c'est-à-dire l'instance de consultation de la région composée de la société civile.
Et là, il y a eu un avis donc, du Césaire qui a été quand même assez sévère par rapport à la région, en disant « mais dites donc, c'est bien gentil, l'innovation technologique et à but économique, mais l'innovation sociale, c'est la grande oubliée de l'affaire ». Alors, la région a pris ça un peu de face, et dans le mandat suivant, nous avons, et ici présente d'ailleurs, une vice-présidente à l'innovation sociale. Hein. Et la région a mis en place, en collaboration avec l'État, un appel à projet pour le développement de l'innovation, d'une manière générale, innovation et entreprise en fait. Et dans les 7 champs précisés pour cette innovation, il y a le premier champ qui s'appelle « Innovation sociale et citoyenne pour une économie ouverte et créative ». Donc là, il y a une reconnaissance du fait que l'innovation sociale en tant que telle doit être prise en compte. Même si dans les autres chapitres, dans les autres champs de cet appel à projet, il y a aussi la notion d'innovation sociale qui n'est pas du tout interdite, en tout cas, elle est pointée pour la première fois dans cette affaire-là. Alors, Madame Pateau en dira plus si elle le souhaite, bien entendu, mais en tout cas, c'était quelque chose qui me semblait important de pointer. Et puis, l'innovation sociale apparaît dans la loi économie sociale et solidaire de juillet 2014. Cette loi qu'on a appelée loi Hamon, parce que c'était Benoît Hamon qui l'a travaillée pour qu'elle soit votée, et qui a fait l'objet de beaucoup de consultations avec les milieux d'économie sociale et solidaire, reconnaît et définit même l'innovation sociale. Alors, par rapport à la définition que vous a proposée Yves Bonny, on n'est pas tout à fait dans la même chose que je retrouve. Voilà. Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services. Vous voyez, on est dans une innovation sociale d'entreprise. On n'est pas dans une innovation sociale globale, d'action collective ou autre, c'est centré sur l'entreprise. Bon, on peut dire, après tout, c'est une loi sur l'économie sociale et solidaire, on insiste sur l'entreprise, bon, c'est peut-être un peu exclusif, mais en tout cas, voilà. Et donc, des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes, soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, hein, vous voyez ce que c'est, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques, soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services, ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Donc vous voyez comment est définie l'innovation sociale dans la loi ESS de 2014. C'est certainement mieux que pas de définition du tout, mais c'est une définition qui est un peu fermée. En tout cas, elle a le mérite d'exister. Malheureusement, elle n'a pas produit de conséquences en termes de financement de l'innovation sociale, c'est dommage. Parenthèse, cette loi, elle est très bien comme loi cadre, mais les questions financières derrière, c'est plutôt dur. Hein. Ce qui m'amène à pointer des petits points sur le financement. Alors, Yves Bonny disait qu'il y avait plein de dispositifs de financement de l'innovation sociale par appel à projet, un peu dans tous les coins. Le problème est effectivement celui-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, apparemment, sauf si j'en ai oublié, des financements spécifiques pour l'innovation sociale. Je vous lis ce qui est noté dans le site de l'AVIS qui fait référence quand même dans ce genre de choses. Les aides à l'innovation ont pour la plupart été conçues dans une approche technologique et industrielle de l'innovation, mais la prise en compte grandissante de l'impact social de l'activité économique ouvre aujourd'hui le champ de ces aides à une approche plus sciences humaines et sociales. Bon. En fait, petit à petit, on voit que des financements existants par ailleurs s'ouvrent à des initiatives d'innovation sociale. Peut-être que les financements européens ont été les premiers qui ont été cherchés par les réseaux associatifs. Je ne sais pas si vous en avez bénéficié ou pas, mais en tout cas, on est dans une période où on est loin d'être dans du financement pérenne. Et donc ça ne peut s'obtenir que par rapport à des reconnaissances de besoins et donc dans un cadre d'institutionnalisation. Sur les questions financières, je me permets quand même de finir mon intervention sur la question des contrats à impact social. Vous avez peut-être entendu parler de ça l'année dernière.
C'est une version française qu'a lancée le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire du gouvernement précédent pour une version française de, comment ils appellent ça, Impact Social Bonds, je crois, aux States, là. Et donc, l'idée, c'est, tel que le dit la secrétaire d'État, les contrats à impact social permettent de mener des programmes innovants de prévention sociale pour apporter des réponses nouvelles à des défis tels que l'exclusion, les addictions ou bien encore la dépendance. Grâce à ce mécanisme, un acteur social, une association par exemple, pourra faire financer un programme de prévention par un investisseur privé qui sera lui-même remboursé par la puissance publique uniquement en cas de succès. Un contrat peut porter par exemple sur un programme d'accompagnement de mères célibataires en difficulté ou de réduction du taux de récidive de détenus à la sortie de prison. Le contrat impact social s'inscrit dans la politique générale du gouvernement et fait l'objet de développement de l'économie sociale et solidaire et fait l'objet d'un appel à projet permanent du 16 mars 2016 au 31 mars 2017 et bénéficie ainsi d'un cadre juridique sécurisé et transparent. C'est une mesure de progrès, une mesure qui donne plus de moyens aux acteurs sociaux pour agir et une mesure qui apporte plus de solidarité au sein de la société. Alors, cette mesure-là, qui a été mise en place, a été diversement accueillie par le secteur associatif. La sauvegarde du Nord s'est lancée dans l'opération l'année dernière. Et d'ailleurs, le directeur de la sauvegarde du Nord, Christophe Itier, vient d'être nommé haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale dans le gouvernement Philippe. Donc d'un côté, certains acteurs s'y sont lancés. Mais par ailleurs, on peut dire par exemple que l'association Don Bosco du Finistère voit les choses de façon un peu différente. J'essaye de citer. Pour elle, c'est un nouveau pas d'inscription du social dans le marché, et s'interroge dans un deuxième temps en disant mais pourquoi ne pas proposer cette rémunération aux organisations sans but lucratif, On est dans la question de la marchandisation du social, et cette mesure d'innovation institutionnelle, est-ce qu'elle correspond vraiment aux besoins ou pas? Voilà, c'est presque exhaustif mon affaire, mais voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Méran, d'avoir tenté de labourer le champ de l'innovation sociale en remontant jusqu'à 1273, et de nous donner des éclairages sur l'innovation sociale dont on voit bien que les traductions, les interprétations sont différentes, sont même floues quelquefois, et font l'objet de traductions aussi différentes sur le terrain selon que l'on est acteur, décideur, financeur, etc., etc. Donc on aura l'occasion aussi cet après-midi de balayer tous ces champs-là. Et nous allons avoir donc une conférence avec les acteurs locaux et régionaux de l'innovation sociale qui seront là tout à l'heure pour notre première conférence.